Alors des inventions, il y en a pas mal. On va en disséquer notamment une avec mes deux invités. Bonsoir à tous les deux. Stéphane Dambrine, vous êtes directeur général de l'OPAC, c'est l'Office public d'aménagement et construction du Val-de-Marne. Et Jean-Louis Bal, vous êtes directeur des bâtiments des énergies renouvelables de l'ADEME. On va parler alors d'un truc, franchement, pas à mon avis, pas peu de gens le savent. Vous êtes en train de forer, vous avez un peu une constitution de Shadok, vous êtes un petit peu en train de forer à Orly, où de façon très profonde, ça fait 25 ans que ça dure, on va chercher de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude qui sort comme ça, très chaude, juste à côté de Paris. Oui, c'est en Ile-de-France, il y a beaucoup effectivement de géothermie. Alors c'est une histoire un peu ancienne, comme vous le disiez. Ça fait 25 ans, on a fait notre premier puits de géothermie sur Orly, avec d'ailleurs beaucoup d'autres villes, et notamment dans le Val-de-Marne, je crois, qui est le premier département de France à exploiter cette énergie. Et puis, à l'occasion d'un certain nombre de problèmes techniques, ces puits vieillissent. On a décidé, avec l'accord des pouvoirs publics, le soutien de l'ADEME, le soutien des collectivités locales, de moderniser et d'en profiter pour étendre. Pourquoi étendre ? C'est parce que nous avons aussi des projets importants de construction sur Orly, de rénovation urbaine, et donc l'idée est de raccorder plus de logements. Aujourd'hui, il y avait 6000 logements qui sont déjà chauffés entièrement, et donc on se donne la capacité de passer à 8-9 000 logements. Alors expliquez-nous, ouais, parce qu'elle est à combien cette nappe? Donc, pourquoi elle est là d'abord? Pourquoi elle est là, je dirais, c'est la géologie qui fait qu'elle a été emprisonnée, et ensuite c'est de l'eau, donc des nappes profondes qui sont chauffées par la chaleur terrestre. À combien elle est? 1500 mètres? La nappe est à près à 1500 mètres, l'eau est à environ 80, un petit peu moins de 80 degrés. Alors il faut savoir que c'est une eau très corrosive, donc ce n'est pas l'eau qu'on utilise directement. Cette eau, elle est pompée. Ensuite, il y a un échangeur de chaleur primaire et il y a tout un réseau de chaleur. Donc il y a à la fois l'investissement pour faire le puits, mais aussi bien sûr un investissement de surface pour distribuer de l'eau chaude, qui n'est pas celle que l'on pompe, mais de l'eau qui circule, et ensuite qui alimente les immeubles. Et l'eau est bien sûr réinjectée. En fait, c'est une eau qui chauffe l'eau. Voilà, c'est une eau qui chauffe l'eau et qui elle-même réchauffe l'eau d'ailleurs. C'est un chauffe-eau permanent, voilà, quoi. Qui réchauffe l'eau, qui elle-même arrive dans vos radiateurs et ou dans vos chauffe-bains. Alors l'eau bien sûr est réinjectée pour assurer un renouvellement et une pression permanente. Et je dirais ça fait 25 ans que ça dure. Alors quel est l'avantage pour les locataires, pour les habitants? Il y a deux avantages. Premièrement, c'est, je crois aujourd'hui, et vous le rappeliez tout à l'heure, avec le prix du fuel qui augmente, c'est économiquement tout à fait rentable. Et je dirais le coût de fonctionnement est quasiment gratuit. Donc il y a un coût d'investissement. Mais il a fallu quand même le financer, Jean-Louis Bal, ce fonctionnement. Oui, il a fallu donc le financer parce que c'est quand même un investissement initial important et qu'il faut donc étaler sur au moins une quinzaine d'années. Donc parce que c'est de la même façon qu'on fore le pétrole en fait. Oui, ce sont d'ailleurs les mêmes entreprises qui sont capables de chercher du pétrole et qui vont chercher de l'eau chaude, quoi. Et donc c'est un investissement important, mais aussi c'est un investissement risqué. Et donc quand on fait ce forage, pourquoi c'est quoi le risque? Le risque, c'est de ne pas trouver la bonne température, de ne pas trouver le bon débit, ou carrément de ne pas trouver de l'eau. Dans le bassin parisien, c'est un risque qui est pas très élevé parce qu'on connaît bien la nappe. On a déjà quand même, on avait dans les années 80 une cinquantaine d'opérations qui ont été montées. Donc on connaît bien cette. Mais elle est importante cette nappe parce que là on parle d'Orly, mais il y en a partout, je sais pas. En France? Il y en a pas partout en France, mais dans l'Île-de-France, mais au sens très large, donc ça déborde largement des frontières administratives de l'Île-de-France, il y a cette nappe du Doguer, il y a d'autres nappes, mais rien que la nappe du Doguer, elle pourrait chauffer la ville de Paris tout entière pendant des dizaines, si ce n'est des centaines d'années. Donc on a sous les pieds un trésor, donc il faut maintenant essayer d'exploiter. Et pourquoi ça se fait pas plus vite? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, vu le prix, vous disiez du fuel, c'est vrai que ce serait une aubaine. Mais pourquoi ça se fait pas plus vite? C'est parce que il y a eu un grand engouement pour la géothermie, donc au début des années 80, quand il y a eu les chocs pétroliers, on était tous dans l'idée que le baril de pétrole allait, à l'époque, il était à $40, on pensait qu'il allait monter à il est presque à 100 maintenant. Et puis en 86, il est retombé, et à ce moment-là, l'intérêt pour la géothermie et pour l'ensemble des énergies renouvelables, il est retombé comme un soufflet. Et puis par ailleurs, comme Monsieur Dambrine le disait, c'est de l'eau assez corrosive. Et on avait très peu d'expérience à l'époque, et on a eu beaucoup d'ennuis techniques, et donc des corrosions de pompes, etc. Donc beaucoup de problèmes, et il a fallu apprendre
remédier à ces problèmes, à trouver des inhibiteurs de corrosion, à trouver des matériaux qui résistent à la corrosion. Bon, maintenant, tout ça va très bien, mais ça a créé quand même... Mais ça va. Alors bon, je reprends ce que vous dites. Vous dites qu'il y en a partout autour de la région parisienne, au moins, on pourrait chauffer Paris, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un plan qui est en place pour sortir cette eau et en faire profiter Paris? Et est-ce que ça peut se généraliser à la France? Est-ce qu'il y a d'autres endroits en France comme ça? Je crois qu'il y a un point aussi que vous n'avez pas dit, mais c'est qu'effectivement, dans les années 80, il y a eu une action très forte des pouvoirs publics avec des aides. Et nous, le premier réseau d'Orly avait été subventionné, je crois, à près de 40%. Et puis les aides sont retombées aussi un peu comme un soufflet. Donc là, on redémarre, je crois, une nouvelle génération parce que il y a la préoccupation de l'énergie chère qui est claire, mais il y a aussi maintenant la préoccupation du développement durable. Du développement durable, tout à fait. Savoir qu'un logement chauffé à la géothermie, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre émis qu'un logement chauffé au fioul ou au gaz. Donc il y a cette préoccupation qui est maintenant très prégnante. Mais il faudra encore probablement un coup de pouce. Puisque vous parlez de la géothermie et de son utilisation, et 68% des Français, si on leur pose la question, ils disent que c'est formidable, ils veulent la géothermie. Sauf que dans les faits, il y en a 2% qui le font. Pourquoi il y a ce décalage? Je pense que d'abord parce que les techniques sont pas toujours très bien connues. Je suis pas sûr qu'effectivement il y ait beaucoup de gens qui sachent qu'il y a une nappe à ce point autour d'Orly. Oui, mais... Et il faut peut-être aussi définir ce qu'on entend par géothermie, parce qu'en fait, dès qu'on va chercher la chaleur dans la terre, ne serait-ce qu'à 80 cm, comme on le fait avec des pompes à chaleur, c'est déjà de la géothermie. Donc il y a cette géothermie qu'on dit superficielle et qu'on peut adapter sur des logements individuels, et puis il y a la géothermie qu'on utilise à Orly, qui va là chercher de la chaleur à très grande profondeur et qui n'est adaptée que pour des grands ensembles. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher quand on fait l'amortissement donc sur la durée de vie de sur 15 ou 20 ans. Si l'investissement, effectivement, une durée de vie de 20-25 ans. Ça commence à être compétitif. Donc là, vous commencez à être rentable, en gros. Là, on commence à être rentable. Et je crois depuis... et vous en avez pour combien de temps, excusez-moi, encore? Normalement, je dirais, là, avec les nouvelles techniques, notamment les nouveaux aciers qui résistent mieux à la corrosion, on pense qu'on en a pour 35-40 ans. Hein. Donc, entre 30 et 40 ans, voilà. Ça va devenir très, très intéressant parce que vous connaissez le reproche que l'on fait, hein, le développement durable, le chauffage. Alors il y a le solaire, il y a le bois, il y a le gaz même d'une certaine façon. Mais le problème c'est que ça coûte cher. D'ailleurs les Français, le solaire, je crois que c'est 1% des gens qui y vont. Donc, Oui, mais le solaire, alors effectivement, le solaire va se développer assez rapidement. Là, vous présentiez un petit reportage. Bon, c'est vrai que maintenant le chauffage ou le chauffe-bain solaire qui était encore expérimental il y a quelques années commence à devenir, je dirais, quasiment vendu en grande surface. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque... Ça se démocratise. Ça se démocratise fortement. Il y a d'autres formes d'énergie renouvelable qui se démocratisent. La géothermie est une bonne solution, mais effectivement, elle est adaptée à un type d'habitat plutôt collectif. C'est vrai que les organismes HLM sont, je dirais, probablement plus, et les grands ensembles, donc sont probablement plus simples à raccorder, puisque, je veux dire, vous n'avez pas à mettre autour de la table tous les copropriétaires. Aussi, une des difficultés des réseaux de chaleur, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait la puissance publique, mettre autour de la table les copropriétés, etc. Sur Orly, la chance, si on peut dire, c'est qu'il y a un seul propriétaire, qui possède les 3/4 des logements, qui est l'OPAC du Val-de-Marne, et qui a pris cette décision. Donc le processus de décision est probablement plus rapide. Quand on commence à forer, on a intérêt de plusieurs, parce que tout seul, ça finit par devenir cher. Si vous aviez à conseiller, puisque c'est un petit peu le thème de notre débat, à conseiller une façon de se chauffer efficace, qui puisse lutter contre cette guerre des prix avec le fioul, ce serait laquelle en priorité? Le premier conseil que je donnerais, moi, à un particulier qui veut se chauffer le moins cher possible, c'est qu'il s'adresse à l'ADEME. Oui. Je fais de la publicité. Oui, parce que vous avez raison de le souligner. Il y a des financements que personne connaît. Oui, alors, mais puis surtout, il y a les conseils techniques qu'on peut recevoir. Les deux. Et donc, l'ADEME a mis en place un réseau donc d'informations pour les particuliers qui s'appelle les espaces info-énergie. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller rendre visite à ces conseillers énergie. Et donc, les conseils qu'ils vont vous donner, c'est d'abord commencer par avoir un logement qui consomme le moins possible. Donc, isoler. Intérieur et extérieur, parce qu'on croit que c'est que l'intérieur, l'isolement c'est aussi l'extérieur. L'isolation, il faut la faire de préférence par l'extérieur. Ça vous permet de conserver l'inertie thermique de votre habitation. Beaucoup de gens font le contraire. Oui, et puis quand on fait par l'intérieur, on perd de l'espace aussi. Bon. Donc première chose, isoler, donc les murs, les combles, les vitrages. Et une fois qu'on a fait ça, on peut regarder quel est le système de chauffage qui est le plus approprié, donc à la région, suivant les gisements qu'on peut avoir en bois, par exemple, suivant qu'on peut ou non faire des pompes à chaleur, donc avec capteurs enterrés dans le jardin, que ce soit horizontal, vertical. Si on est dans une région
relativement bien ensoleillé, ce qui est le cas d'à peu près la totalité du territoire français, on peut se chauffer en partie, en tout cas, avec l'énergie solaire. Et tout cela, mais ça coûte déjà un petit peu plus cher. Oui, mais tout cela est aujourd'hui rendu rentable, d'une part parce que le combustible fossile continue à augmenter et vont continuer à augmenter. C'est inéluctable. Alors que le soleil, il sera toujours là et qu'une fois qu'on a acheté l'équipement, il n'y a plus qu'à chauffer. Merci beaucoup. Mais il y a derrière ça les crédits d'impôt donc qui étaient mis en place, et ça il faut le rappeler, c'est des crédits d'impôt, donc c'est l'État qui vous rembourse 50% de votre investissement lorsque vous achetez un chauffage solaire, un chauffage au bois ou une pompe à chaleur. Allez-y, vous serez aussi bien chauffé, ça coûtera beaucoup moins cher. Merci à tous les deux en tout cas. Rappel des titres, revue de presse et notre dernier coup de fil. Dans quelques instants, on va prendre des nouvelles du mouvement de grève.